Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast 100% mental. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, va être un épisode différent, mais je pense qu'il va peut-être aider certains. C'est sur les problématiques des clients. Les problématiques que les clients peuvent avoir, donc les clients, je parle des sportifs que j'accompagne, peuvent avoir, qu'ils me formulent et qu'ils veulent qu'on traite ensemble. Donc j'en ai pris certains l'ont formulé de cette manière, d'autres d'une autre manière, mais voilà, je vais vous expliquer. Donc j'ai pris en fait pas deux types de problématiques. Il y a peut avoir deux types de problématiques, à savoir problématiques avec soi-même, d'accord, vis-à-vis de soi-même, et problématiques avec les autres. Et les autres, c'est peut-être les parents, c'est surtout les coéquipiers et les entraîneurs. Mais on va voir ça quand on va y arriver. Pour chacune des problématiques, donc j'ai pris celle qui revenait le plus souvent. Et pour chacune des problématiques que je vais vous citer, que je vais vous donner la traduction entre guillemets. Et à la fin de toutes ces problématiques, je vais vous expliquer comment j'arrive à cette traduction et surtout la solution que moi je vois derrière. Donc solution que je peux vous donner à travers un épisode de podcast, l'oral comme ça rapidement. Mais bien entendu, ces solutions, c'est bien de pouvoir en discuter avec quelqu'un pour pouvoir creuser encore un peu plus et aller dans le précis et le chirurgical. Donc ce que je vais vous donner, c'est vraiment des grandes lignes, mais qui peuvent quand même, j'espère, aider. Donc on va voir les problématiques, on va voir les traductions des thèmes qu'il y a derrière, ou essayer de le traduire avec d'autres mots pour essayer de mieux comprendre, et les solutions que je vois derrière, ou les solutions sur lesquelles je vais en général, c'est aussi des thèmes qu'on a vu à travers les podcasts, vous pouvez trouver sur internet, etc. Ça peut donner une idée. Donc, la première grande thématique, la première grande famille, c'est soi. D'accord ? Les problématiques, les difficultés qu'on a vis-à-vis de soi-même, que l'athlète a par rapport à lui. Donc le premier, qui est un grand classique, c'est à l'entraînement tout va bien et en match ensuite je suis déçu. Match ou compétition, bien entendu. Quelque part, je perds mes moyens. D'accord ? À l'entraînement, tout se passe bien. Et dès que j'arrive en compétition, là, il n'y a plus personne. C'est peut-être la cause numéro 1 ou la problématique numéro 1 que je rencontre, que tout le monde rencontre. Donc si je dois traduire ça avec d'autres mots, c'est la difficulté d'être aussi bon en match qu'à l'entraînement. La difficulté de reproduire ce qu'on fait à l'entraînement, de le reproduire ensuite en match. Donc, pourquoi déjà il y a et vous allez voir, ça va amener directement à la solution, pourquoi est-ce qu'il y a toute cette problématique ? C'est quelque part, à l'entraînement, il y a une obligation, on est sur une obligation de moyens. Donc d'entraînement, c'est-à-dire que quand on a l'entraînement, on loupe un geste, on loupe quelque chose, c'est pas grave, on recommence et on enchaîne, on refait autant de fois que nécessaire. Ça peut être 2 fois, 3 fois, 15, 50, 1000 fois, jusqu'à qu'on arrive à être content du résultat. D'accord ? On est satisfait de son geste, d'une sensation, que le geste est bien rempli, est bien exécuté et qu'on se sente bien. Donc quelque part, il n'y a pas de perte ou de risque de perte de points ou perte de match, parce qu'on a l'entraînement, on fait. Okay ? Par contre, le gros problème, c'est qu'en match, on ne peut pas dire « Ah, j'ai loupé, on recommence ». Non, c'est point loupé. Donc quelque part, on va sur une des thématiques à travailler, mais qui est aussi une des raisons pour lesquelles on perd ses moyens, c'est qu'on bascule d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. À l'entraînement, encore une fois, on y va en détente, j'ai le droit d'échouer, je viens pour apprendre quelque chose. Par contre, le jour J, on n'a plus le droit à l'échec.
C'est ce qu'on se dit. On a le droit à l'échec, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de perdre des points, on a le droit de perdre des coups, on a le droit de faire des erreurs, il n'y a pas de souci. On a le droit de se rattraper. Et encore une fois, le match, c'est ce que je dis tous mes clients, tous les sportifs, c'est que le match est une évaluation de notre travail, notre semaine d'entraînement, notre mois d'entraînement, de notre entraînement. Donc, si on s'est bien entraîné comme il faut, dans les bonnes conditions de match, etc., et bien normalement, le jour J, tout devrait être prêt. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, qu'on va gagner, non, ça veut dire qu'on a des ressources, on a bien préparé, et on a des ressources pour faire face à des difficultés. Donc on a prévu tout stratégiquement, etc. On conditionne le cerveau à faire face à de la difficulté aussi. Donc en fait, c'est ça la première solution, c'est de faire abstraction de l'obligation de résultat. Je dois réussir absolument. Non. Le résultat est une conséquence de toute la performance et les moyens qu'on met en place. Si je travaille bien ou j'exécute bien au tennis, par exemple, mon coup droit, et je vais avoir beaucoup plus de chances d'avoir le résultat attendu, donc de gagner des points, de gagner des matchs, que le contraire. Si je me focalise uniquement sur le point, il faut que je gagne, mais on n'est plus sur le moyen de gagner. Le résultat, la gagne, est une conséquence positive de ce qu'on a mis en place. Donc il faut se concentrer sur ce qu'on a mis en place à l'entraînement, et les entraîneurs le disent. Rappelle-toi ce que tu as fait à l'entraînement, tu en es capable, on l'a travaillé, etc. Se concentrer sur ce qu'on sait faire. Et ça revient avec la deuxième solution, le côté maîtrisable versus non maîtrisable. Quand on a l'entraînement, on se focalise sur soi, sur son geste, etc. Ses gestes, ce qu'on doit faire. Et dès qu'on arrive en compétition, on est en train de se dire « Ah bah tiens, je joue contre un tel. Aïe, il est plus fort que moi, il est moins fort, il fait ci, il fait ça, etc. » On n'est plus concentré ou attentif, on porte plus son attention sur soi, mais sur l'adversaire en face. Et c'est là où tout bascule. Il y a aussi perdre ses moyens à cause de l'arbitre aussi, ça peut être ça, ou du public, etc. Donc on est sur du non maîtrisable. Donc pour moi, vraiment, les deux solutions à vraiment court terme, entre guillemets, pour essayer d'avoir une efficacité rapide, quand on est bon à l'entraînement, mais qu'arriver en compétition, c'est un peu plus difficile, il faut se concentrer sur l'obligation de moyens et non de résultats, et sur ce qu'on maîtrise, et pas sur ce qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on maîtrise, nous, c'est à l'heure à laquelle je me lève, le petit déjeuner que je prends, comment je m'échauffe, comment je m'étire, à quelle heure je pars, ce que je mets dans mon sac, etc., etc. Ça, je maîtrise, et le reste, je ne maîtrise pas du tout. Si la personne en face de nous... je parle en sport individuel, tennis ou autre, la personne en face de nous est vraiment sur une journée magnifique, ça on n'y peut rien, c'est comme ça. Par contre, ce que nous on maîtrise, c'est nous. Tiens, je vais me concentrer sur mon point fort, mon coup droit ou mon service, qu'importe. Quand on est dans un sport collectif, on se fixe sur ses objectifs à soi, sur son métier à soi, sur sa tâche et pas celle des autres. Je fais bien mon boulot, comme ça peut aider les autres, etc., etc. L'obligation de moyens et tout ce que je maîtrise. C'est ça un peu les solutions quand on arrive avec une problématique et qu'on a tous rencontré et que notre entourage a rencontré, à savoir à l'entraînement tout va bien et en match c'est la cata, d'accord ? Je perds mes moyens, qui sont à cause du stress, etc. Et le stress vient parce qu'on se focalise sur le résultat qu'on doit avoir et sur tout ce qu'on ne maîtrise pas. Donc, je récapitule, on reste sur l'obligation de moyens et sur ce que je maîtrise. Ça permet de garder, de ne pas perdre ses moyens, de garder ses moyens et de pouvoir répliquer tout ce qu'on a fait répéter, tout ce qui a été fait à l'entraînement, de le répliquer, de le reproduire, je cherchais le terme, de le reproduire en match. Une autre thématique qui ressemble beaucoup, mais qui va rejoindre un peu ça, c'est quand je n'arrive pas en match en compétition, je m'énerve, je m'agace. Et les parents ou l'entourage ou autres peuvent dire il est très en colère, il ne gère pas ses émotions, il ne gère pas sa colère. En termes de traduction, il peut y avoir autre chose. Ça peut être exactement la même chose que précédemment, mais ça peut être une autre alternative, à savoir je n'arrive pas à tout contrôler, donc tout m'agace. Je ne suis pas fier de moi, ou je n'arrive pas à tout maîtriser. Ça peut être l'environnement, etc. Donc encore une fois, le gros besoin derrière, c'est un besoin de contrôle.
Donc, très bien. La personne a besoin de contrôle, parfait, on a la solution. Et sur quoi l'athlète a l'emprise ou le contrôle? Eh bien, sur ce qu'elle maîtrise. Soit et soit. Quelque part, ça fait peut-être égocentrique, mais c'est moi, je. Pas moi, je suis le meilleur, mais moi, je suis fort sur le coup droit, sur le revers, ou qu'importe. Donc, je me focalise uniquement là-dessus. Je maîtrise, il faut déjà maîtriser ce qui est maîtrisable, qui permet d'avoir un certain contrôle. Okay, il y a aussi le côté, pour mon service, si j'ai besoin, je prends un peu plus de temps. Je me remets dans une routine. Voilà, je suis en besoin de contrôle, je suis en maîtrise. Et qu'est-ce que je contrôle? C'est moi, mon jeu, etc. Donc si j'ai besoin de 5 à 10 secondes de plus pour me mettre, pour être prêt et pour lancer le jeu, je prends ces 5 à 10 secondes de plus. Okay, c'est donc se focaliser sur quoi j'ai le contrôle, d'accord? Et ensuite, le côté ça m'énerve et je m'agace, je sors peut-être de mon match ou de ma compétition, c'est le côté émotionnel. Donc j'ai beaucoup de sportifs qui disent j'ai besoin de tout contrôler, je veux contrôler mes émotions, etc. Très bien. Par contre, avant d'arriver à les contrôler, même si j'aime pas trop ce terme-là, c'est d'arriver à comprendre les émotions. Donc on va travailler sur les émotions. L'émotion, elle arrive pour une raison très précise. Rappelez-vous, l'émotion est porteur d'un message, c'est un langage. Il faut arriver à le comprendre. Pourquoi est-ce que je m'énerve autant? Est-ce que c'est vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres? Est-ce que je trouve que les autres trichent et c'est pas juste? Est-ce que l'arbitre n'est pas bon? Voilà. Est-ce que dans le public les gens parlent et ça m'énerve? Pourquoi est-ce que je m'énerve? Et ensuite, si la raison pour laquelle je m'énerve, c'est quelque chose qui est maîtrisable ou pas, je le classe. C'est dans le non maîtrisable, j'essaie de faire abstraction et je porte mon attention sur autre chose. Si c'est maîtrisable et c'est quelque chose que je peux, donc maîtrisable et quelque chose, pas sur une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, un maîtrise et donc travailler un geste, je me focalise là-dessus et rien d'autre. Je suis dans le contrôle, je suis dans la maîtrise, c'est moi qui décide. Très très bien, ça peut permettre de répondre à ça. Donc quand on n'arrive pas en compétition et qu'on s'agace, d'arriver à identifier pourquoi. Est-ce que j'ai un besoin de contrôle ou pas? Si oui, je vais sur le maîtrisable. Et les émotions, pourquoi est-ce que je m'agace? Pourquoi est-ce que ça m'énerve autant, etc., etc. Et donc comprendre son fonctionnement et sur quoi ça joue. Une fois qu'on a compris pourquoi, c'est plus facile de trouver des solutions. D'où les émotions. Une autre problématique qui arrive aussi très régulièrement, c'est j'en ai marre, j'ai l'impression que mes efforts ne payent pas. Alors là, c'est très très simple en termes de traduction, c'est ça ne va pas assez vite, je suis impatient. Ils ne le disent pas comme ça, mais ça ne va pas assez vite à leur goût. Pourquoi? Parce qu'on est, on est tous impatients, on aimerait bien avoir des résultats plus rapides que prévu, c'est tout à fait normal. Donc il faut y aller petit à petit. L'idée, encore une fois, là-dessus, pour la solution, c'est d'arriver sur des objectifs, court, moyen et long terme. Si on se focalise uniquement sur l'objectif à long terme, ça ne va pas fonctionner. Quels sont mes objectifs à court terme? Donc court terme, ça peut être à l'entraînement. Quels objectifs je me suis fixé à l'entraînement ou d'ici la fin de la semaine, par exemple. Et ensuite, les objectifs de maîtrisable, performance et résultats. Résultat, c'est à la fin. C'est est-ce que j'arrive à être performant et donc maîtriser tel et tel geste, tel et tel comportement autre pour arriver à de la performance, pour arriver à du résultat. Ok. Vous donner un exemple là-dessus sur encore une fois la différence entre maîtrisable, performance et résultat, même si on l'a déjà traité, je préfère le redire. J'ai une athlète là qui faisait le 200 et le 400 mètres. Elle, son objectif, c'est de battre son record personnel. Qu'elle arrive première ou cinquième, elle s'en fout. C'est son record personnel. Donc le résultat, en fait, il n'y en a pas. Donc elle arrive première ou cinquième, elle en a rien à cirer. Par contre, sa performance, c'est de battre son record personnel. Et pour y arriver, il faut tout travailler. Il faut travailler la posture au départ, le départ. Sur le 200 mètres, c'était les premiers 600 mètres, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on travaille tout ça? Comment on va travailler le dialogue interne pendant la course? Parce que sur du 200 mètres, ça dure 20-30 secondes, ce qui est très très long. Et sur du 400 mètres, on était plus sur un peu plus de 50 secondes. C'est très 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 long. Donc c'est ça les objectifs quand on a l'impression que les efforts ne payent pas. Se focaliser sur déjà, est-ce qu'on a mis un plan d'action? Objectif,
long, moyen et court terme. L'objectif final et comment je mets les sous-étapes, ça peut être à la semaine, c'est très très bien. Et au moins on s'est dit, je fixe, comme ça on a des objectifs à la semaine et je me fixe ça. Et ensuite, il faut arriver de temps en temps, voire régulièrement, de se faire un feedback, de se dire, bah tiens, où est-ce que j'en suis? Et là, on va se rendre compte que on progresse, on progresse, on progresse. Si on se focalise sur les objectifs à long terme tout de suite et uniquement là-dessus, on n'y arrivera jamais. Le côté patience va être très 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 long. On peut parler d'endurance psychologique. Et ben, au bout d'un moment, l'endurance psychologique, elle va chuter. Et ça va être très 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 dur, pardon, de rester avec la même motivation tout le long. C'est tout à fait normal qu'il y ait des moments où on y arrive moins, on a moins envie, mais en se focalisant sur des petits objectifs, des petites étapes, la petite marche à gravir, à franchir, ça va énormément aider. Donc, dès qu'on devient impatient, on n'a qu'à se mettre des challenges supplémentaires et on se focalise sur là où on doit aller petit à petit. L'autre, ça m'est arrivé 2-3 fois. C'est pas le plus courant, mais ça m'arrive. C'est j'ai pas envie de travailler, j'ai envie que tout arrive facilement. Le côté un peu flemmard. Euh, le côté un peu flemmard. Et en fait, j'ai essayé de le traduire avec d'autres mots parce que ça m'arrivait. Enfin, moi, comment dire, quand des sportifs viennent avec cette problématique, je m'identifie tout de suite à ça. Dans mes études, un peu dans le sport, mais surtout dans les études. Et en fait, ce que je disais, c'est que je ne voulais pas travailler, ou je travaille juste au dernier moment, parce que si jamais je révise et je travaille, mais j'échoue derrière, je suis nul. Alors que si je ne travaille pas, mais j'échoue, c'est pas grave, j'ai une excuse. Je garde cette petite carte secrète en disant mais j'ai pas bossé. Oui, mais en fait, j'aurais peut-être dû bosser, parce que même si je n'ai pas les résultats à très court terme, je vais les avoir au fur et à mesure. Et comme la confiance en moi n'était pas très bonne à cette époque-là, à l'adolescence, eh ben, je préférais pas travailler pour éviter de me sentir vraiment, vraiment nul. Alors que si je ne travaille pas, j'ai une excuse. Donc le côté j'ai pas envie de travailler, j'ai envie que tout arrive facilement, c'est de la fainéantise, de la flemmardise si on peut dire, mais c'est quelque part un gros problème, enfin un grand manque, voilà, plutôt, de confiance en soi. Donc là on va aller travailler sur ce qu'on a pu voir dans tout ce qui est nourriture affective, mais surtout se fixer des petites étapes, des petits défis étape par étape pour prouver qu'on peut y arriver. Donc par exemple la course à pied, au lieu de se dire bah tiens j'ai un 10 km et bah, en fait je m'entraîne pas, bah oui donc on va pas y arriver c'est sûr, donc je préfère pas y aller pour pas être déçu, ok mais bon est-ce on va pas avancer quoi qu'il arrive, bah c'est peut-être aller à l'entraînement et de se dire bah je vais courir 5 minutes, ensuite 10, ensuite 15, etc. etc. Et je fais un peu de fractionner, mais fractionner léger. Je cours 30 secondes, je marche 30 secondes, je cours 30 secondes, je marche 30 secondes, etc. etc. Et le fait de... J'ai un client qui m'avait dit ça, c'est le fait de se mettre en inertie. C'est l'inertie, c'est faire le premier pas. Et comme on fait le premier pas, le deuxième va suivre, etc. etc. Donc c'est vraiment des toutes petites étapes, des petits défis pour y arriver. Bien entendu, il y a la notion d'urgence. Là, on est la période où il y a eu les résultats du brevet du bac. Quand on vient me voir, ou quand on fait une demande disant bah, il y a le bac dans un mois, comment je fais pour y arriver? Alors qu'on n'a pas révisé toute l'année, ou pendant 2 ans, là ça va être dur de mettre de se mettre une exigence de révision alors qu'on n'a pas l'habitude de réviser, c'est pas possible. Par contre, on va essayer de se mettre des routines, des petits défis petit à petit. Et c'est ce qu'on a fait. Le premier jour, eh ben, on va pas se dire on va réviser 8 heures, c'est impossible. On va se mettre des petites plages. On va se mettre une plage de 2 heures de révision. Et pendant ces 2 heures, eh ben, tu vas réviser un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Et tu fais une pause de 5 minutes, la technique Pomodoro. On fait ça. Et au fur et à mesure, tu vas voir que c'est possible, que tu apprends des choses, que tu prends peut-être du plaisir et que c'est possible surtout. C'est ça, développer la confiance, se dire que c'est possible. C'est possible de réviser. Et ben donc, le jour d'après, et ben tu augmentes ta plage horaire de révision. C'est plus 2 heures, mais ça peut être 3 heures, etc., etc. Et vous allez voir qu'à la fin de la semaine, il va quasiment faire du 8 heures.
Ça ne veut pas dire qu'il va avoir le bac ou le brevet, mais au moins il y a cette notion d'apprentissage. Et dans le sport, c'est la même chose. Je ne suis pas en capacité de courir 1 heure, et de suite, eh ben, c'est pas grave, on entrecoupe. Tu peux faire 2 fois une demi-heure, tu peux faire 10 minutes, tu cours 5 minutes, tu fais une pause de 2 et tu enchaînes sur 5 minutes, etc. Et tu fais ça jusqu'à faire 1 heure. Et croyez-moi, le 1 heure est vite atteignable. Et à la fin, on va dire waouh, j'ai couru 1 heure entrecoupé, et ben c'est cool. J'en suis capable, c'est possible. Donc c'est ça le côté, j'ai pas envie de travailler, c'est vraiment un manque de confiance en soi. Et il faut arriver à le construire par l'atteinte des objectifs. Se dire qu'on peut y arriver. Donc c'est petit à petit, étape par étape. Et le dernier qui arrive très très souvent, dans le côté toujours problématique lié à moi, c'est je n'arrive pas à rester concentré, j'arrive pas à rester focus sur un match, etc. Alors déjà, on se dire que rester focus à 100% sur la même tâche pendant une durée assez longue, c'est très difficile, voire impossible. D'accord ? Donc déjà, si on papillonne de temps en temps, c'est pas trop grave. Par contre, il faut essayer de ne pas papillonner pendant les moments les plus importants. Très important. Enfin, il faut faire attention à ça. Donc, le côté traduction de cette problématique, c'est je papillonne, je pense à autre chose. L'extérieur peut m'attirer, ça peut être le public, ça peut être l'entraîneur, etc. Je reste concentré sur ce qui... ou je porte mon attention sur ce qui m'énerve, le bruit dans le public, etc., etc. Quand l'extérieur m'attire, c'est aussi quand on n'a pas tout ce dont on a besoin. Le fameux... mes parents m'ont dit, ou quelqu'un a dit mes copains ont dit qu'ils allaient venir voir mon match. Et ben, au début, ils sont pas là. Donc pendant 1 heure, je les attends et je suis concentré sur le public. Ils sont où plutôt que sur le match. Donc en fait, ça, c'est très très compliqué. Donc, quelque part, pour arriver à travailler ça, il faut travailler sa concentration. C'est facile à dire. Mais aussi sa communication. Communication vis-à-vis de soi. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin que mes amis soient là ? Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter qu'ils soient là ? La reconnaissance, la fierté, le fait de prouver, etc. Et ben, soit on les imagine qu'ils sont là, soit on fait le deuil, quelque part. Ça peut être aussi le dialogue interne. Dialogue interne, la concentration, bah, c'est comme l'ange et le diable sur les épaules dans les cartoons. Le diable prend le dessus, regarde ci, regarde ça, tiens, lui, il est en train de parler, il veut pas se taire dans le public, etc. Alors que c'est l'ange qui doit prendre le dessus. C'est l'ange qui doit prendre le dessus en diminuant le diable, et l'ange qui permet de rester focus. Donc ça, c'est les solutions. Donc se parler positivement, dialogue interne. Allez, tu te concentres là-dessus, tu te concentres sur ton service, etc. etc. Ouais, je suis très, très tennis, parce que j'accompagne en ce moment une joueuse de tennis qui a cette problématique, mais voilà, il y a Wimbledon en même temps, c'est pour ça que je suis très tennis. Et la solution qu'on est en train de peaufiner, on est en train de trouver avec cette joueuse de tennis, c'est le corps. Quand elle est attirée par autre chose, et ben, elle se concentre sur son grip de tennis, de la raquette, pardon. Donc sa main sur le grip, ça peut être la balle quand elle fait rebondir, ou elle joue avec la balle dans la main, ou quand elle tape sa raquette contre ses chaussures, quand elle joue sur de la terre battue, quelle sensation ça fait. Si elle doit faire rebondir sa balle 3 fois, voilà, je fais 3 fois, je me focalise uniquement là-dessus. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a autour va disparaître. C'est possible, mais ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. C'est juste que ce qu'il y a à l'extérieur, qui peut prendre 100% de l'attention, va diminuer. Il va diminuer à 90, 80, etc., etc., peut-être pour arriver à 10%. Et c'est ça l'objectif, c'est de trouver une source d'attention portée vers soi. Donc, je regarde ou je me concentre sur les sensations de la raquette dans ma main, mon dialogue interne, tiens, qu'est-ce que je dois faire maintenant, sur quoi je porte mon attention, le service, le coup droit, etc., etc. Donc la communication aussi avec soi-même. Donc ça, c'est cool quand on a besoin, on se rend compte qu'on papillonne à droite à gauche, on focalise uniquement là-dessus. Okay. Donc ça, c'était les 5 problématiques liées à soi-même et uniquement à soi-même, donc internes à soi. Et maintenant, j'en ai relevé 3 autres. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est les 3 qui reviennent régulièrement, qui sont par rapport aux autres. Donc une, qui ne vient pas à chaque fois, qui m'est venue une fois, mais j'essaie de la traduire, c'est je vomis avant les matchs.
vomir avant les matchs, c'est-à-dire qu'il extériorise, enfin il sent pas bien, il est obligé de vomir. Mais quand il vomissait, c'était fini. Et ensuite tout allait bien. Il avait besoin d'extérioriser quelque chose peut-être, ou d'exprimer quelque chose, mais il avait besoin de sortir son angoisse. Alors déjà, quand les parents venaient me voir, ils vomissent avant les matchs, ils étaient stressés. J'ai essayé à savoir pour l'athlète et les parents, j'ai essayé de relativiser la chose. Alors c'est pas forcément, ça peut être vrai, mais j'ai relativisé, c'est que vomir, c'est de sortir quelque chose. Hein. Quand on est malade ou quand on a trop bu autre, on vomit, on essaie de ressortir quelque chose qui n'est pas bon pour le corps. On le vomit, on le ressort, d'accord. On veut l'éjecter du corps. Ben, vomir avant les matchs, ça peut être aussi d'essayer d'extérioriser quelque chose qui nous angoisse. Ça peut être la boule au ventre. Bon, le vomir n'est pas l'idéal, hein, mais si c'est un besoin, on le vomit. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un Euro de foot, l'Euro 2022, je ne sais plus, enfin je suis désolé, je ne sais plus exactement lequel c'est, ou 2004, pardon, 2004, je crois que c'est l'Euro 2004, où Zidane a un penalty contre l'Angleterre et il pose la balle et il vomit une fois, peut-être deux fois. Parce qu'il avait besoin, il y avait ce stress, il savait qu'il fallait qu'il marque pour pouvoir qualifier l'équipe de France. Il avait vomi un peu son stress. Donc, la traduction de ça, c'est d'extérioriser quelque chose. Donc ça peut être extériorisé au besoin de se débarrasser du stress. Mais du stress pour ce joueur-là, c'était quoi? C'était besoin d'être à la hauteur du coach, des coéquipiers et des parents qui étaient au bord du terrain. Donc en fait, il était très stressé. Vomi, c'est juste la manière d'exprimer quelque chose. Et ce qu'il a exprimé, ce qu'on a vu ensemble après, c'était qu'il avait besoin d'être à la hauteur du coach parce qu'il ne voulait pas décevoir le coach, il ne voulait pas décevoir ses coéquipiers et décevoir ses parents qui étaient au bord du match. Donc quelque part, les solutions pour ça, c'est d'arriver sur du maîtrisable. Encore une fois, c'est aussi simple, c'est qu'est-ce que moi je maîtrise. J'ai bien travaillé à l'entraînement, j'étais bon à l'entraînement, j'ai confiance en moi, donc je vais répercuter, reproduire ce que j'ai fait à l'entraînement, je vais le reproduire en match, ni plus ni moins. Je reste sur du simple. Okay, et comme je maîtrise bien ce que je sais faire, les coéquipiers peuvent être uniquement contents, le coach aussi et les parents aussi. Il est rare qu'en match, dès le coup de sifflet, on est à 3000 à l'heure et qu'on tente des choses impossibles. Non, non. Il y a toujours cette mise en chauffe, entre guillemets, de 5, 10, 15 minutes pour déjà se rassurer nous-mêmes et juger les autres. Eh bien, c'est ça. Je fais quelque chose de simple, de maîtrisable. Et je le fais pour moi. Ça, c'est un peu plus compliqué, surtout quand on est ado, le faire pour soi. Et surtout que là, dans ce cas-là, les parents ne mettent pas de pression, ça peut venir des coéquipiers, le coach n'a pas l'air de mettre de pression, donc il faut arriver à le faire pour soi. Pourquoi je le fais pour moi? Quel est mon but? Et dans quelle manière je veux ressortir de ce match? Je le fais pour moi, pour être fier de moi. Donc c'est d'arriver, quand la source de stress vient des autres, d'essayer de rapporter à soi qu'est-ce que moi je sais faire de bien, et la fierté des autres ou la reconnaissance des autres va être une conséquence. Okay. Le côté aussi, on a vu tout à l'heure, à l'entraînement, tout se passe pas très bien. Et ben, ça peut arriver aussi. Hein, en match, à l'entraînement, tout se passe bien, et en match, je suis déçu ou je perds mes moyens. Et ben, quand je creusais avec les sportifs, c'était le regard de l'autre. J'avais peur de ne pas être à la hauteur et qu'on m'engueule. Parce que peut-être que dans le passé, il y a des coéquipiers qui gueulaient, etc. Donc, il faut savoir que dans le sport, les émotions sont très très présentes. Donc, quand un coéquipier gueule, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas, c'est juste que c'est un moyen pour lui d'exprimer sa frustration, sa colère ou quelque chose qui ne va pas. Et en général, dans le très haut niveau, il gueule, mais ça ne va pas plus loin. C'est juste, ils savent que c'est pour exprimer quelque chose. Donc, ça aussi, c'est important à comprendre. Quand les gens gueulent ou expriment des choses, c'est pas... Il n'y a pas une intention d'être méchant. Ça arrive, surtout quand ils sont plus jeunes, ça arrive, parce qu'ils disent si on perd, c'est la faute de l'autre. Non, il faut déjà arriver à faire enlever ça.
Mais pour le faire travailler, ben, ça revient à la même chose. On va aller sur le maîtrisable, on va aller sur l'obligation de moyens. Qu'est-ce que je sais faire? Je maîtrise bien les choses, d'accord? Pour soi et soi. Euh, et le moindre regard ou le moins mécontentement de l'entraîneur, du coéquipier peut faire sortir les joueurs de leur match. Encore une fois, il faut arriver à aller sur le faire pour soi. Pourquoi je le fais? Et je le fais pour moi et pas pour les autres. Je ne le fais pas pour avoir la fierté ou le regard des autres. Je le fais pour pouvoir contribuer au succès de l'équipe. Donc, foot, rugby, donc foot, 11 sur le terrain, il faut que les 11 fassent un bon match. S'il y en a un qui fait un mauvais match, les autres vont devoir compenser, donc mettre plus d'énergie, ce qui peut être un peu difficile. Donc je fais bien mon travail, comme ça les autres n'ont rien à me reprocher si on est là-dessus. Et qu'est-ce que je fais bien? Je fais ça, ça et ça, tout ce qui est obligation de moyens, et tout ce qui est extérieur, je ne le fais pas. Donc maîtrisable, qu'est-ce que moi je fais bien? On se concentre uniquement là-dessus. Et quoi qu'il arrive, le regard de l'autre sera positif. Il y aura peut-être, tiens, tu peux faire plus, très bien. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas bien. Je fais bien ce qu'on me demande, mais je sais que je peux faire plus. C'est l'exigence ensuite derrière. Ça ne veut pas dire que je le fais mal. C'est peut-être ça aussi à faire comprendre aux athlètes, notamment aux ados et enfants. Et le dernier que j'ai, mais qui est uniquement... ah non, pas forcément. Qui est très souvent en sport collectif, mais qui peut arriver en sport individuel, c'est je ne m'entends pas avec mon entraîneur. Donc ça, c'est sport collectif et sport individuel. Et là où je ne m'entends pas avec mes coéquipiers ou certains de mes coéquipiers, c'est du sport collectif. Quelque part, la traduction de la problématique, c'est que... alors, c'est des hypothèses. C'est plusieurs solutions. On n'est pas obligé d'avoir une, mais ça peut être une de toutes, ou les toutes. C'est la communication ne passe pas. Entre moi et mon entraîneur ne passe plus, ou moi et mes coéquipiers ne passent plus. On ne se comprend pas, ou j'ai pas ou plus confiance en eux. Ça, dans le sport collectif. Donc quelque part aussi, c'est la solution là-dessus est relativement, en théorie est simple, en pratique elle est un peu plus compliquée, c'est la communication. Déjà la communication avec soi, ses émotions et autres, pour arriver à le communiquer aux autres. Donc quelles sont mes émotions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est comme ça, et comment je le communique aux autres. Si les autres réceptionnent bien le message, sont dans l'écoute, etc., eh ben, génial. S'ils ne sont pas, bah, tant pis. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, surtout quand c'est les autres, le côté non maîtrisable. Mais au moins de se dire, bah, j'ai tout fait pour. J'ai tout fait pour que ça s'améliore. Ça ne veut pas s'améliorer, c'est pas grave, tant pis. Donc là, les solutions, elles sont... Enfin, moi, j'ai pas de main dessus, mais ça peut se travailler avec un client. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change d'entraîneur quand c'est un sport individuel? Est-ce que je change de club, etc., etc. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça se travaille en séance, bien entendu. Mais là, je ne peux pas vous apporter de solution. C'est vraiment comment ça se passe. C'est très, très spécifique et très individuel. Mais avant tout, avant d'arriver à ça, il faut arriver à savoir ce dont nous, on veut, pourquoi ça nous touche autant, quelle solution on peut apporter. Donc la communication. Et à un moment donné, il faut arriver à pouvoir exprimer, soit collectivement ou peut-être individuellement, ça dépend de comment on se sent l'un et l'autre vis-à-vis de ça. Mais communiquer ce qui ne va pas et apporter des solutions avec l'entraîneur ou auprès de l'entraîneur ou avec ses coéquipiers. Ça peut être un intermédiaire, etc. Mais il faut en parler. Parce qu'en parler peut peut-être dénouer des problématiques. Si les coéquipiers la communication ne se passe pas bien, c'est qu'il s'est passé quelque chose. D'accord? Soit nous on a fait une erreur mais on ne s'en rend pas compte, soit ça vient d'autre part, soit il y a eu des non-dits, voilà, qu'importe. Il faut pouvoir en parler, mais pour pouvoir en parler sereinement, il faut être au clair avec soi-même, ce qui se passe en nous et ce dont on a besoin pour que tout se passe bien, d'accord? Donc il faut prendre le temps de le faire. Donc voilà, toutes ces problématiques que je vous ai données, elles ne sont pas, forcément données texto. Ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Elles sont pas données texto. Elles ont été formulées par les athlètes et ensuite on en a discuté. On a creusé. J'ai creusé avec eux pour qu'ils arrivent à mettre des mots précis. D'accord? C'est qu'ils arrivent à formuler leurs besoins pour eux déjà, mais aussi pour moi pour mieux comprendre. Donc en fait, à chaque accompagnement, je leur pose 3 questions. Et ces 3 questions, je les mettrai dans le descriptif du podcast. La première, c'est quels sont vos doutes, questionnements, frustrations
problématique et ou besoin, et de démarrer chaque phrase par comment. Donc comment gérer mon stress, par exemple. Et puis en avoir une ou comme 3 pages de questions, et ça me va très 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 bien. La deuxième question que je leur pose, c'est quels sont vos indicateurs de réussite et qu'est-ce qui va en fait vous permettre de vous dire que le travail est terminé. Donc en fait, c'est les athlètes qui se fixent des objectifs uniquement. Et ensuite, quels sont vos besoins vis-à-vis de vous-même et de moi pour arriver à répondre à vos demandes, ou quels sont vos besoins pendant ce coaching. Les sportifs prennent le temps nécessaire pour remplir ce document. Certains mettent une journée, d'autres y mettent des mois. Et c'est très bien. Chacun prend son temps pour pouvoir le mettre à jour, pour pouvoir et qu'ils soient satisfaits de tout ça. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est le fil rouge de tout accompagnement, c'est la direction qu'on va prendre. Et c'est là où la première séance, pour moi, va être importante, et on va passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. 1 heure, 1 heure et demie, voire même plus s'il le faut, mais elle va être uniquement dédiée à ce qu'ils m'ont rempli. Moi, je vais me poser 40 000 questions, je vais creuser. Je vais creuser pour des raisons très très simples, pour comprendre l'athlète, pour comprendre son univers et son langage. Être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on avance dans la même direction. Parce que si lui, on utilise le même mot, mais on a chacun notre propre définition du mot ou notre propre interprétation. Donc moi, il faut que je comprenne l'interprétation de l'athlète vis-à-vis d'un mot, de la problématique. Et donc ensuite, moi, ça me permet de savoir sur quel thème on va travailler, on va peut-être passer un peu plus de temps que nécessaire, mais parce que c'est très très important pour le sportif. Un sportif qui a énormément confiance en lui, mais qui veut travailler, je sais pas moi, la communication, et ben si je ne vais pas creuser là-dessus, je peux faire un hors-sujet et l'accompagnement ne sera pas du tout efficace, et je vais passer pour une pompe et lui sera pas du tout content. Donc il faut obligatoirement au début qu'on se comprenne et qu'on sache précisément sur quoi on va travailler. Donc c'est pour ça que je mets du temps, on passe du temps à cadrer les demandes. C'est très 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 important. Donc pour résumer un peu tous ces problématiques, c'est une question de... il faut que les athlètes arrivent à comprendre et intégrer qu'ils doivent avoir confiance dans le processus de travail. C'est, en anglais, ils disent « trust the process ». Il faut faire confiance dans ce qu'on a mis en place, dans notre plan d'entraînement, etc. Et ne jamais s'arrêter de travailler. On a le droit de se poser des questions, de s'interroger, de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment est-ce que je peux faire mieux, etc. Ça, c'est canon. Il faut absolument le faire. Le fameux feedback. Par contre, il ne faut pas s'arrêter de travailler. Même quand on est en plein doute, où on a moins envie, on peut faire moins. On n'est pas obligé de faire une séance à 100%, on peut la faire à 70, 50, 30, qu'importe. Mais au moins, je suis dans l'action, je continue à avancer. Ça, c'est important. On peut s'arrêter, faire une pause pour contempler, se poser des questions. Mais ça, c'est quand même une force, je trouve pas le terme, voilà. C'est une autre manière d'avancer. On fait une pause pour mieux avancer derrière. Mais s'avancer et ne rien faire, c'est quelque part reculer, d'accord ? Tout sera jamais parfait. Quoi qu'il arrive, dans l'accompagnement, dans l'entraînement, même dans les matchs, tout ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des obstacles, des contretemps. Par contre, il faut travailler. Physique, nutrition, mais aussi mental. Et j'ai essayé de résumer en deux, trois thèmes qui reviennent de façon récurrente, formulés de 15 000 manières différentes, mais qui est assez récurrent. C'est les objectifs, d'arriver à se poser et d'arriver à se fixer des objectifs à court, moyen, long terme. Donc on peut partir du long terme et on découle moyen et court terme, c'est très très bien. Et se fixer des objectifs de moyens, de performance et de résultats. Si on ne fait pas ça, on va dans tous les sens et ce n'est pas carré, c'est pas structuré et on n'avancera pas. On aura l'impression d'avancer et au bout d'un moment on va dire je stagne, c'est pas normal parce que les objectifs n'ont pas été posés. Ensuite, il y a le côté émotion. Il faut arriver à comprendre ses émotions, donc la communication avec soi-même. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? Pourquoi est-ce que ça arrive de telle façon ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que je dois faire différemment ? Les émotions. Et ensuite, arriver à lister des choses qui peuvent changer, tout ce qui est maîtrisable et non maîtrisable, et porter son attention sur le maîtrisable uniquement. Donc c'est les 3 choses.
objectif, émotion et maîtrisable. Si on arrive à gérer ça, à masteriser ça, si on arrive à exceller là-dedans, ça va aller. Tout va très, très, très bien se passer. Ok ? On parle souvent de confiance en soi, etc. C'est un résultat de beaucoup de choses mises en place. Ok ? L'estime de soi et la confiance en soi, elle va se développer. Les deux vont se développer au fur et à mesure. Et dites-vous que la confiance en soi et l'estime de soi est une conséquence de l'entraînement, du progrès, de la progression, de se confronter, donc d'ajuster, etc., etc. C'est la conséquence du fait de continuer, de jamais abandonner, de toujours avancer. Ok ? C'est une conséquence, c'est un résultat, parce que conséquence, ça peut être négatif. C'est un résultat de tout ce qu'on a mis en place et de toujours avancer, étape par étape, pas par pas. Vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut toujours avancer. Et ce qui va permettre aussi d'aider à durer dans le temps, c'est d'arriver à définir son pourquoi, le but ultime et tout. Pourquoi je fais tout ça ? Et tout va bien se passer. Je vous donne 3 exemples d'athlètes que j'accompagne en ce moment, de leur but ultime, de leur pourquoi. Un qui est militaire, qui va passer des concours d'officier. Lui, il en a 2, c'est le dépassement de soi. Il veut voir où sont ses limites et essayer de les dépasser, donc s'orienter à soi. Et le côté militaire, c'est d'arriver pour pouvoir protéger ses proches. C'est un besoin de pouvoir être protecteur et de protéger ses proches. Très bien. Donc lui, il sait pourquoi il veut y arriver. Et arriver à avoir de la motivation, ça va être très facile pour lui. C'est pour se dépasser à soi, la découverte de soi et savoir où sont ses limites. Et ensuite, une fois qu'il a intégré les militaires, pouvoir protéger ses proches. Très bien. Un athlète qui fait du crossfit, c'est aussi du dépassement de soi, de savoir où sont ses limites, etc. Et de qui il voudrait être dans le futur, physiquement et mentalement. Mentalement, parce qu'il arrive à avoir un dépassement de soi et ne pas abandonner. Et physiquement, parce qu'il se développe physiquement. Donc, il a une bonne estime de lui quand il se regarde dans le miroir. Il se trouve beau et comme il faut. Il y a un musicien qui fait des concerts. C'est le côté adrénaline et le côté se mettre en danger. Donc, si on le traduit avec d'autres mots, ce qu'on a fait en séance ensemble, c'est de se sentir vivant, de se sentir vivre. Donc il a besoin de ça, en dehors de son métier, d'avoir ce pic d'adrénaline quand il est sur scène et de se mettre en danger, de se sentir en danger vis-à-vis de l'approbation du public. Donc voilà, on travaille ça. Vous voyez, les objectifs sont très différents et une fois qu'on arrive à les identifier, donc ça c'est des objectifs à long terme, d'accord ? Le fameux pourquoi, le but ultime, la mission de vie, c'est quand on a notre cap. Quand on a son cap, l'atteindre est beaucoup plus simple que de dire où est-ce que je vais aujourd'hui, on va aller dans tous les sens. On va peut-être même faire du surplace sans s'en rendre compte. Alors que quand on a un cap, on sait vers quoi on tend, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et quand je disais plusieurs fois, en suivant tout ça, alors c'est pas le guide ultime, hein, il y a plein d'autres manières de faire, mais je trouve que c'est des thèmes assez simples, entre guillemets, plutôt, et accessibles, pas simple, mais accessibles. Je dis toujours, tout devrait bien se passer. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, qu'on va y arriver absolument. Hein. C'est parce que quand on dit gagner, c'est un objectif de résultat et on n'est pas là-dessus. Ce que j'entends par tout va bien se passer, c'est qu'on va prendre du plaisir, on va progresser et on va prendre son pied. Parce que on est focus encore une fois sur tout ce qui est maîtrisable, objectif de performance, et on est focalisé sur soi et uniquement sur soi. Alors, ça peut paraître égocentrique, narcissique, mais non, c'est que se focaliser sur soi, on le fait parce qu'on se connaît et c'est donner son bonheur à soi-même. C'est-à-dire que quand on est focalisé sur les autres en disant est-ce que tu aimes bien ci, est-ce que je fais bien ci, etc., c'est donner son bonheur à quelqu'un d'autre, donner son droit à être heureux, le donner à quelqu'un d'autre, et cette personne peut faire tout ce qu'elle veut avec. Donc je trouve ça un peu dommage. Moi, ce que j'aime bien, c'est que l'athlète, s'il est heureux, c'est parce qu'il se juge heureux ou il s'évalue heureux. Il ne donne pas l'évaluation à quelqu'un d'autre. Il ne donne pas son droit à être heureux à quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui se juge tout seul par rapport à ça. Et c'est ça que je veux dire par se focaliser sur soi. C'est qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux, pour être performant, pour être content, etc. Et je vais chercher ça.
Je ne demande pas à quelqu'un d'autre comment je peux être heureux. Ça veut rien dire. Et c'est pas les autres qui vont décider si je suis heureux. Non, non. Je décide moi-même d'être heureux, d'être performant. Donc, qu'est-ce que je fais pour y être ? Bien entendu, on prend les autres en compte, surtout quand on est en société, on est en couple ou autre. Mais c'est important d'arriver à se connaître et à savoir ce dont chacun de nous avons besoin pour se sentir bien. Et ensuite, une fois qu'on est à plusieurs, comment je peux agrémenter mes besoins, le besoin des autres, les besoins des autres, pour que tout se mélange bien et que la performance soit encore meilleure. Voilà, donc je voulais faire cet épisode sur les problématiques clients, parce que je trouvais ça intéressant, et surtout que ça peut permettre peut-être à certains de se retrouver dedans, et c'est le but, et d'arriver à trouver des solutions. Parce que je me doute qu'à travers les différents épisodes sur les outils ou les interviews, vous avez certaines solutions, tant mieux. Vous arrivez plus ou moins à vous y reconnaître, c'est canon. Mais il faut essayer d'aller encore plus loin pour moi, d'arriver à ce que vous puissiez vous identifier le mieux possible, que ça résonne en vous le plus possible, et donc que vous arriviez à trouver vos réponses ou des réponses que vous ajustez, vous adaptez à vous, et que ça soit efficace pour vous. Donc voilà, donc un grand merci pour votre écoute, pour votre de continuer à suivre, à partager, enfin c'est canon. Voilà, moi encore une fois, je le dis à chaque épisode, je radote, mais je prends un pied énorme, et voilà. J'allais dire que quand je sors pas à temps, je culpabilise, mais voilà, c'est que je prends un pied énorme à le faire pour vous, et donc c'est canon. J'espère que ça vous plaît. Encore une fois, un grand merci pour votre fidélité, merci pour votre partage. Voilà, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à en parler aux autres. C'est canon de chez canon. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt, ciao.